Vous allez bien? Content d'être là? Moi, je suis super content. C'est ma première fois à Volcamp. Salut Léa. Salut, Ça va? ça va? Décontracte? Ça va. Bon, on va passer un petit moment ensemble autour de notions d'intelligence artificielle. On va vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Enfin, surtout Léa, qui est notre spécialiste. J'aime bien lui mettre un peu de pression avant le talk. Avant de commencer la partie démo, on voulait avec Léa un peu vous parler d'IA. En fait, vous partager ce que nous, on explique pour expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle. Moi, je suis quelqu'un de la génération d'il y a plus de 20 ans, donc moi cette image-là me parle. Quand on a fait le talk avec Léa, elle me disait que ça ne lui parlait pas, c'est le choc des générations. Mais voilà, l'intelligence artificielle, c'est souvent dans l'imaginaire une super intelligence qui va tuer tout le monde, ou un super robot qui va tuer tout le monde, mais à la fin tout le monde meurt. Du coup, Léa, rassure-moi, dis-moi que ce n'est pas que ça. Non, alors on va tuer personne aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc on va commencer par définir un petit peu ce que c'est l'intelligence artificielle et les différents termes et notions qui peuvent graviter autour de ce large domaine. Et on va voir du coup quelques mots comme machine learning, deep learning, ce que c'est. On va apporter quelques définitions, un petit peu de contexte. Et ben, après on va vous montrer un super cas d'usage autour de la classification des sons de mammifères marins. Alors tout d'abord, l'IA, c'est quoi? Ça va regrouper en fait l'ensemble des programmes qui vont être capables d'apprendre ou de raisonner comme l'homme. Alors, non pas pour remplacer l'homme, mais bien pour l'aider dans des tâches qui vont être complexes, qui vont demander beaucoup de ressources de calcul, beaucoup de temps. Et en fait, le but, ça va être vraiment d'automatiser ces tâches pour que l'homme n'ait plus à les faire ou pour qu'en fait des tâches très compliquées puissent tout simplement être résolues. Une branche de l'intelligence artificielle, c'est le machine learning. Donc en fait, les machines vont être capables, au fur et à mesure des expériences, de s'améliorer pour une tâche donnée et de devenir meilleures. Dans un cas particulier, on va avoir les réseaux de neurones. Ce sont des réseaux de neurones artificiels qui vont imiter le fonctionnement des réseaux de neurones humains. Et le but, ça va encore être une fois de venir résoudre des tâches plus ou moins complexes. Quand on a beaucoup de profondeur dans nos réseaux de neurones et qu'on a beaucoup de couches, on va parler de deep learning. Et donc, cette fois-ci, on va vraiment avoir une adaptation en fonction de la donnée d'entrée, du modèle d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est les principaux concepts et c'est les définitions que nous, aujourd'hui, on peut vous donner. Mais il y a également différents types d'apprentissage en intelligence artificielle. Alors, tout d'abord, il y a le type d'apprentissage supervisé pour la classification de la régression. C'est-à-dire que si je vais classifier une image de chat ou de chien, toujours les animaux, Toujours, parce que toujours, c'est c'est mignon. mignon. Et ben en fait, je vais donner une information donc, sur l'entrée, je vais donner l'image à mon modèle d'intelligence artificielle et je vais lui dire en sortie, bah, ça c'est un chat ou ça c'est un chien, pour tout simplement qu'il puisse lui apprendre et qu'il puisse en fait gagner en compétences. Pareil pour la régression. Si je veux estimer le score obtenu par un étudiant, par exemple à un examen, en fonction du nombre d'heures travaillées, et ben, je vais lui donner l'information sur le nombre d'heures travaillées et sur le score, pour qu'il puisse apprendre à partir de ça et construire son modèle. Il y a également un deuxième type d'apprentissage qui est l'apprentissage non supervisé. Là, par exemple, on va avoir du clustering ou encore de la réduction de dimensions. Par exemple, on a un cas assez connu en data science qui s'appelle les iris, avec donc la classification des fleurs à partir de paramètres d'entrée. Et ben, cette fois-ci, on va donner que les paramètres d'entrée. Et à partir de ce moment-là, on a des algorithmes comme les K-means, par exemple, ou d'autres algorithmes qui vont former en fait des clusters, donc des nuages de points, sans qu'on ait donné d'informations sur la sortie. Il y aura un terreau à la fin, hein, donc suivez bien. Dernier type d'apprentissage, c'est l'apprentissage par renforcement. Donc là, ça va être du temps réel, c'est notamment utilisé dans tout ce qui est jeux vidéo. Et en fait, à chaque itération, on va avoir une amélioration du modèle par rapport à l'étape précédente. Alors nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la classification des sons de mammifères marins pour aider le capitaine Nemo. Et donc, on va être dans le cas de machine learning avec un réseau de neurones et on va faire de l'apprentissage donc supervisé puisqu'on va donner des informations sur nos sons de mammifères marins en entrée et on va lui dire bah, ça correspond par exemple à une baleine, à un dauphin pour que notre modèle d'intelligence artificielle puisse tout simplement apprendre. Maintenant, on va vous parler des différentes familles en IA, juste encore une fois pour poser un peu de contexte. C'est ça, pour qu'on voit un peu ce qu'on va vous parler, qu'on a le même langage. Donc on a le NLP pour le Natural Language Processing, je suis bilingue. C'est quelque chose qu'on utilise très régulièrement maintenant dans les outils de traduction, on le voit. Il y a un use case aussi, je passe les deux choses en même temps, qui sont sur la classification de texte et des résumés.
typiquement maintenant sur du journalisme d'investigation ou même sur des enquêtes policières, on a beaucoup de données à analyser. Et en fait, ce type de NLP permet de sortir des extraits d'articles ou des extraits de documents pour faciliter la vie aux gens qui ont besoin d'éplucher plein de documents. La génération de texte, alors ça, c'est pas encore hyper au point, mais ça, on commence à avoir ça. Et puis, je pense qu'on l'a tous vécu ou subi des chatbots avec des réponses à des questions plus ou moins heureuses, mais en tout cas, ça arrive de plus en plus. Je vais maintenant vous parler de la computer vision, ou vision par ordinateur. Et donc là, on va traiter tout ce qui est images, vidéos, etc. Alors, en computer vision, on va avoir différentes tâches. Donc, ce qu'on peut appeler l'image classification, donc la classification d'images. Donc, j'ai une image et je vais avoir un résultat donné pour cette image. Par exemple, j'ai une image avec un chien dessus. Le résultat, ça sera chien. C'est pas mal. Pas mal. Très performant comme IA, on est au point où on va tuer des gens, bien, je pense là. Après, on va rentrer dans un cas un peu plus complexe avec la détection d'objets. Donc, sur une image ou sur un flux vidéo, on va être capable de détecter plusieurs objets en entourant en fait par une boîte l'objet ou la personne. Et donc là, c'est le deuxième cas. Et quand on va encore plus loin, on a la segmentation d'images où cette fois-ci, sur une même image ou sur une vidéo, on va venir faire le contour vraiment d'une personne ou d'un objet. Alors, peut-être que ce schéma va vous parler un petit peu plus, puis on essaie toujours de vous attendrir. Hein. C'est mignon. Et donc, voilà comment on pourrait résumer ça. Donc, en fait, la classification avec donc, un seul objet. On peut rajouter la localisation. Et après, on va faire ce qu'on appelle du multiclass. On va être capable de détecter plusieurs objets sur une même image, voire de les entourer pour devenir encore plus précis en fait, dans la détection. L'audio qui nous intéresse aujourd'hui et dont on va vous faire des démonstrations. Alors, bien sûr, on peut retrouver de la classification. Hein, l'IA sert beaucoup à ça. On a aussi les sons environnementaux qui sont donc une sous-catégorie. C'est super intéressant, par exemple, sur tout ce qui est détection anti-intrusion pour un déclenchement d'alarme, de détecter que c'est un bris de glace d'une fenêtre plutôt qu'un verre qui tombe par terre, par exemple. Donc voilà, c'est ce genre d'application qu'on peut trouver. Le langage naturel, donc ça c'est pareil, on commence à avoir l'habitude de le croiser pour la détection de ce que l'on fait, du speech to text par exemple. Et puis la classification de musique, si vous utilisez Spotify ou Deezer par exemple et vous avez vos playlists qui peuvent évoluer, typiquement c'est souvent de la classification de musique qui est faite. Avant d'attaquer les démos, on a une petite partie pour un peu voir comment on construit une application intelligente. Donc bien sûr, tout vient de la donnée, vous vous en doutez, on nous le rabâche depuis maintenant des années, mais c'est encore plus vrai sur l'IA. On n'a rien sans données, la donnée brute est hyper importante, donc on le verra juste après. Sauf que comme elle est brute, il faut la traiter. C'est une partie qu'on ne va pas vous montrer aujourd'hui, mais Léa va vous l'expliquer. C'est très important de traiter la donnée. En fait, on ne peut pas juste avoir de la donnée brute comme ça, on va s'en rendre compte. Derrière, on va parler de modèle en IA, donc qui va être en fait vraiment le cerveau de notre intelligence artificielle. Donc soit on part d'un modèle existant et on l'optimise, comme vous expliquez Léa, soit on en crée un quand on est super intelligent, ce qui n'est pas mon cas. Et derrière, on va l'entraîner. Comme disait Ella tout à l'heure aussi, on va lui donner des données, on ne va pas arrêter de lui dire c'est comme ça qu'il faut réagir si tu as cette donnée-là. Et puis enfin, on va créer une application, donc ça on le verra ensemble. On va créer une petite application front-end, back-end qui va utiliser un modèle que l'on aura préalablement entraîné et créé. Je te laisse la main sur la partie données, du coup. Ouais. Alors, en IA, on va avoir besoin de données. Donc là, je pense que je ne vous apprends rien, mais il va y avoir une partie de traitement de la donnée brute et à mon sens, ça va être plus de 60% du travail. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir des données tout d'abord qualitatives. Par qualité des données, on va par exemple parler de l'équilibre entre les classes. Si j'ai de la classification de sons de mammifères marins, je ne vais pas pouvoir avoir 30 000 sons de dauphins et 2 sons de baleines. Il va falloir un certain équilibre. Pareil, je vais faire attention peut-être à ce que mes données sont bruitées, comment je vais les traiter, comment je vais les utiliser. Et on veut aussi des informations utiles. Notamment, si je traite, on le verra tout à l'heure, des sons de mammifères marins, le nom du fichier son ne va pas m'apporter. Ça va être une information presque parasite, et donc on va chercher à l'enlever et à vraiment garder que les informations qui nous intéressent. Alors, on peut également faire l'analogie du traitement de la donnée en IA avec de la cuisine. Je vais prendre l'exemple classique du gâteau au chocolat. J'ai mes œufs dans ma boîte d'œufs, avec la coquille et tout ce qui va avec. J'ai mon chocolat qui est toujours sous forme de tablette. Je ne vais pas pouvoir juste mettre dans un saladier ces ingrédients-là sans les préparer, sans les mélanger. Sinon, Là, comment essayer?
Ouais, pas top. franchement, moi, je teste pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire fondre notre chocolat, par exemple, battre nos blancs en neige. Et ben là, c'est un petit peu pareil en IA. On va avoir besoin de faire attention à comment on entraîne notre donnée, de quelle façon on le fait, pour avoir un modèle performant ou un gâteau délicieux en sortie. On peut comparer les deux. Sauf qu'on ne va pas utiliser des ustensiles, mais des modules ou des bibliothèques Python, comme celles qui sont sur l'image, donc Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn, et on verra après en fait comment on va faire pour le son. Avant ça, je vais vous parler de quelques exemples de traitement de la donnée, parce que vous n'avez peut-être jamais entendu parler de cette partie-là. C'est vrai qu'on pense qu'il y a un aspect un petit peu magique en IA, mais il y a quand même un peu de travail avant. Alors, on va tout d'abord pouvoir gérer les valeurs nulles ou les valeurs manquantes. Dans un tableau, il se peut que sur une colonne, il me manque quelques valeurs. Si c'est le cas, pas de souci, je peux remplacer ces valeurs manquantes par la valeur moyenne de la colonne. S'il m'en manque beaucoup, à ce moment-là, on va carrément venir supprimer la colonne, parce que ça ne va pas être en fait pertinent, les données ne vont pas être qualitatives si on la garde. On va avoir également la partie normalisation. Donc là, cette fois-ci, on va essayer d'avoir une certaine cohérence dans les données qu'on a, donc par rapport à l'échelle utilisée. On va faire attention à avoir une valeur moyenne à 0, un écart type à 1. Et on a aussi la gestion des variables qualitatives. Alors, une IA ne parle pas le même langage que nous. Donc si je lui dis « cette voiture-là est rouge », ça ne va pas être possible. Donc, si je veux prédire par exemple le prix d'une voiture en fonction du nombre de chevaux, de la marque, de la couleur, je ne vais pas pouvoir garder la valeur rouge. Je vais devoir faire ce qu'on appelle de l'encodage. Donc, par exemple, une voiture rouge, ça va être 0, bleu 1, etc. Même principe, on va avoir l'encodage à chaud. Cette fois-ci, au lieu d'avoir une colonne couleur, on va avoir une colonne pour le rouge, une colonne pour le bleu, etc. Si la voiture est rouge, la case prend la valeur 1, sinon 0, et ainsi de suite. Ok, c'est bien, mais maintenant pour le son, on fait comment? Alors encore une fois, je ne vais pas pouvoir envoyer du son brut à mon modèle d'intelligence artificielle. Je vais devoir le traiter. On a plusieurs possibilités. Soit je vais venir transformer mes fichiers audio qui sont en format WAV en un spectrogramme qui va être une image. Soit je vais également pouvoir utiliser un module Python qui s'appelle LibRosa et qui va me permettre d'extraire les caractéristiques d'un son. Les caractéristiques, ça peut être la longueur, les harmoniques, le nombre de passages à 0. Donc aujourd'hui, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail de tous ces paramètres-là, parce qu'en fait, il faudrait rentrer vraiment dans le domaine acoustique. Mais je vous inviterai à aller voir, par exemple, sur la documentation de LibRosa, tout ce qu'il est possible de faire avec. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est donc choisir le paramètre LibRosa pour traiter nos données. Et on va choisir 26 paramètres LibRosa. Donc, comme je vous l'ai dit, calculer la longueur du son, le nombre de passages à 0, etc. Et on va venir remplir un fichier CSV. Et donc, chaque ligne du fichier CSV va correspondre à un son. On a environ 12 000 sons, donc on aura environ 12 000 lignes de notre fichier CSV. C'est bien fait. Incroyable. En plus, de mémoire, tu me disais que c'est quand même plus pratique d'avoir des données numériques. C'est plus facile pour l'IA à c'est plus facile. Optimiser. On verra tout à l'heure que si on a du texte ou une variable par exemple de type objet, on va devoir la transformer. L'avantage également ici, c'est qu'on aurait pu prendre les spectrogrammes avec les images. C'est plus lourd, ça demande donc plus de temps d'entraînement. Pour de l'inférence, ça peut également être plus long. Donc c'est pour ça qu'on prend le plus pratique. Exactement. Maintenant qu'on a fait attention au nettoyage de nos données, on va essayer de se casser un petit peu la tête à construire notre modèle. Et du coup, avant de passer à la démo, dernière partie, on va parler un peu techno. Alors, clairement, si vous faites de l'IA, si vous avez entendu parler de l'IA, en général, vient Python juste après. C'est pas le seul langage. On peut bien sûr en faire part avec beaucoup d'autres langages. Moi, je suis un développeur Java. Il existe plein de libs Java. Python est quand même celui qu'on croise le plus aussi parce que d'un point de vue accessibilité, il est assez simple de faire très vite un script Python sans devoir être une ceinture noire de développement. Je ne suis pas en train de dire que les développeurs Python ne savent pas développer. Je dis juste que c'est plus accessible, que d'autres langages. On réglera nos comptes après, il n'y a pas de problème. On peut parler d'IDE, les certainement deux plus connus, PyCharm et VS Code. Il y en a plein d'autres. Nous, aujourd'hui, on va faire un petit zoom sur Jupyter Lab, qui est un IDE dans le cloud qui facilite grandement la vie parce qu'on peut mêler à la fois du texte, des images et du code Python qui s'exécute de manière autonome. Donc, c'est super. On peut vraiment tout regrouper. Souvent, je prends l'exemple un peu d'un papier de recherche où on a vraiment la partie document et la partie recherche qui est dans le même endroit. Donc, c'est plutôt sympa.
Il y a beaucoup de frameworks. Ça peut dépendre du type de données, du type de modèle que vous voulez utiliser. Donc c'est toujours intéressant de voir un peu avant de prendre le framework à la mode si vraiment il correspond à ce qu'on veut. Mais ça, c'est vrai dans n'importe quel type de techno et de langage. Et notamment de s'assurer qu'on a une compatibilité avec les GPU. On n'en a pas encore parlé, mais on parle d'apprentissage, on parle d'entraînement. Vous savez que l'IA est consommateur de compute et donc souvent on va vers du GPU qui est plus performant. S'assurer tout simplement que, un, le framework le permet et deux, qu'on en a vraiment besoin. Typiquement, et là, parler des données, il n'y a aucun sens sur de la transformation de données ou tout ça d'utiliser du GPU puisqu'on va surtout avoir besoin d'IO et l'étranglement va être les IO et pas le CPU. Donc vraiment à réfléchir, surtout si vous le payez sur le cloud. Et puis derrière, ils vont nous permettre de construire des modèles, j'ai dit, de faire de l'apprentissage, du front, du back. On va voir tout ça dans les démos. Et là, on a cité quelques-uns, PyTorch, TensorFlow, Streamlit. Nous, on va voir TensorFlow et Streamlit notamment aujourd'hui. On va passer à la démo. On a fait beaucoup de blabla. On vous embêtera un peu encore à la fin. Il ne faut pas leur dire, ils vont partir. C'est vrai. La démo, elle va commencer par un notebook que tu vas faire, Eléa. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce notebook? Alors, un petit peu d'analyse audio très rapide pour que vous puissiez voir comment, en fait, on va lire un audio et on va le traiter. Je vais vous parler de la partie pré-traitement des données, même si on n'aura pas le temps de le faire, parce que ça prendrait 20 minutes et on n'a pas envie de faire des claquettes pendant 20 minutes. Enfin, t'es expert, Ouais, mais voilà, quand même. On parlera construction du modèle assez rapidement. On fera l'entraînement et l'évaluation de notre modèle et on va ensuite le tester et l'enregistrer pour pouvoir créer une petite app. Tout à fait. Tant qu'on est là, je présente la suite de la démo, ça fera du temps de gagner. On fera une petite application, on restera en Python, même si ce n'est pas mon premier langage, mais comme ça on reste dans l'écosystème classique, back-end, front-end. Je vous montre rapidement un petit schéma. Avant j'étais architecte, donc on aime bien faire des schémas, les architectes, maintenant j'y suis plus, mais qui résume un peu ce qu'on ferait si on hébergeait tout ça chez un cloud provider. Choisissez celui que vous voulez. On aurait donc la partie apprentissage, modèle, et l'avantage c'est que tout ça on pourrait le stocker, le centraliser donc sur un object storage, et notre backend du coup permettrait de l'utiliser avec un front-end. On vous montrera tout ça, mais c'est un peu l'idée de comment on découpe les choses. C'est parti? Je t'en prie. Alors, donc je vais prendre le notebook. On a zoomé au maximum, j'espère que c'est quand même bien du fond. Mais Si après, vous avez besoin, on peut essayer de zoomer encore un peu, il n'y a pas de souci. Alors, on est arrivé sur notre notebook. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par venir importer les différentes dépendances dont on a besoin, donc qui sont en fait des bibliothèques Python. On a d'abord donc LibRosa évidemment pour le son. IPython, on va pouvoir en fait interagir dans notre notebook, donc par exemple jouer du son avec. Ensuite, on importe des outils comme Matplotlib, NumPy, Pandas, alors que ça peut soit pour afficher des graphes ou traiter de la donnée. Scikit-learn, très utile, notre meilleur ami pour faire du data processing. Et enfin, TensorFlow et Keras pour la construction de notre modèle. Alors, on va venir faire un test sur un son. Donc, je l'ai mis dans Data, mon son. Hop, je vais refermer cette fenêtre pour que vous puissiez me voir. Alors, je viens chercher mon son. Je vais le charger en fait avec LibRosa. Donc ici, on voit qu'on va avoir une matrice. En fait, notre son va être transformé. Ce ne sera plus un fichier WAV. Et hop, je vais pouvoir venir après le tester à partir de cette transformation avec IPython. C'était au cas où qu'ils se soient endormis voilà. Sur la partie un peu théorique. Vous avez tous reconnu un dauphin. Il y en a qui trichent. Ouais, alors ouais, il y avait quand même... Ouais. Ah non, même pas. Parce que j'avais caché le nom. Un dauphin. Bon, bah on a un expert, on pourra poser des questions après. Une fois que ça c'est fait, on peut également afficher par exemple ici ce qu'on va appeler waveforms. Donc avec le temps sur l'axe des abscisses et l'amplitude sur l'axe des ordonnées. C'est un exemple de traitement avec LibRosa. Il en existe beaucoup plus. Encore une fois, on n'aura pas le temps d'expliquer tous les paramètres et toutes les caractéristiques d'un son aujourd'hui, mais tout est dans la doc de LibRosa. Je leur fais de la pub en même temps. C'est bien. On va parler un petit peu pré-traitement des données. Alors, comme je vous l'ai dit, ça prend 20 minutes, on ne va pas avoir le temps de le faire. Mais la première étape, ça va être de définir ce qu'on appelle header. Donc, en fait, les noms de nos colonnes, de nos fichiers CSV. On va ensuite créer notre fichier data.csv, très original comme nom. Oui, bien choisi. J'ai fait un effort. Donc, on le crée vide. On définit ensuite le nom des mammifères marins. Alors aujourd'hui, on va en avoir 45. Pourquoi? En fait, ça va constituer les labels, donc ce qu'on appelle les labels, donc les noms. On va venir remplir également nos fichiers CSV avec. Et après,
pour chaque animal, donc on va avoir nos sons répertoriés dans un folder pour chaque mammifère marin. On va venir lire chaque son et en fait en extraire les 26 caractéristiques. Au fur et à mesure, on va remplir notre fichier CSV et par magie, il s'affiche. Donc on l'a fait avant. Là, je l'ai transformé en data frame avec Pandas, mais on peut voir qu'on a bien le nom du fichier, sa longueur, les 26 paramètres LibRosa et à la fin, donc le label, donc en fait le nom du mammifère marin. Il y aura aussi une interro sur les paramètres LibRosa. Donc, pardon. Là, j'ai mon data frame. Donc, on va venir pouvoir faire la dernière partie du traitement de la donnée avant de créer et d'entraîner notre modèle. Pour cela, je vais afficher les types. Donc, on peut voir qu'on a pas mal de float 64. Donc, en fait, l'avantage ici, c'est que c'est du numérique, c'est des chiffres ou des nombres. Donc, ça va pouvoir être traité plus facilement. Par contre, notre label est un objet. On va donc avoir une partie de traitement à faire. De là, on peut passer à l'extraction des caractéristiques. Donc ça va être extraire et la sortie de notre réseau de neurones et l'entrée. Alors tout d'abord, la sortie, vous vous en doutez peut-être, c'est le label, c'est le nom du mammifère marin. Là, ça va être par exemple dauphin, baleine, etc. C'est du texte, donc ce que je vais venir faire, c'est encoder. Pour les 45 mammifères marins, on va avoir des valeurs numériques de 0 du coup à 44. Je vais également traiter l'entrée, donc là je vais prendre toutes les autres colonnes de mon fichier CSV, sauf le file name, donc le nom du fichier. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ce n'était pas une information utile, ce serait parasite, ça n'apporterait absolument rien. Et donc je vais cibler en fait mon entrée sur les 26 paramètres LibRosa. Puis c'est triché, parce qu'il y a un truc qui s'appelle Dolphin. Du coup, si on l'a dans le fichier, on va croire qu'on va tricher. Ouais, c'est clair. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai utilisé une fonction qui s'appelle standard scaler pour standardiser ou normaliser en français, pour en fait avoir une cohérence d'échelle entre mes données. J'obtiens ma matrice en entrée et je vais pouvoir séparer mes données pour l'entraînement. Alors basiquement, on va séparer nos données en IA avec au moins une partie pour l'entraînement et la validation et potentiellement une partie pour le test après si on a assez de données. Ici, on va prendre 80% de nos données pour l'entraînement, 20% pour la validation. À chaque étape, donc on appelle également époque, à chaque itération en fait, notre modèle va s'entraîner et va être validé après et ainsi de suite pour devenir meilleur au fur et à mesure. On va passer à l'entraînement et à la construction de l'ANN, donc pour Artificial Neural Network. À ce moment-là, on va avoir différentes étapes à faire. Alors je vais juste vous montrer l'architecture. Alors là, ça ne va pas vous parler forcément. Ce n'est pas une architecture qui est arrivée comme ça. Il y a eu des phases de recherche, ça prend du temps, donc plusieurs semaines. On vient tester tel ou tel modèle. Pour la classification de son, il y a des types de modèles qui sont connus. Enfin, pour la classification d'images, par exemple, de sons pareils. Et donc, on va venir faire des tests. Au passage, vous voyez l'avantage de Jupyter Lab, je trouve en tout cas, c'est qu'on peut vraiment mêler de la doc assez poussée, c'est du Markdown derrière, et des exemples de code. Donc, c'est plutôt sympa après pour restituer. Tout à fait. Donc là, je vous montre l'architecture sous forme de code. Alors, on va utiliser différentes choses comme la fonction d'activation relu. Qu'est-ce que va faire cette fonction? Elle va en fait tout simplement prendre y égale x si x est supérieur à 0. Attention, moment maths. 0 sinon. Donc on peut résumer ça par f de x égale le max entre 0 et x. Mais là, ça remonte peut-être un peu en maths. On ne fera pas d'interro, on ne va pas partir sur des fonctions de transfert. D'accord, pas moi. Pas aller trop loin. Donc on va prendre cet outil-là à l'intérieur de notre réseau de neurones. Et on va également utiliser en sortie un softmax. Un softmax, ça va être quoi? Ça va être entre guillemets la combinaison de plusieurs sigmoïdes. Une sigmoïde, ça va prendre entre 0 et 1. Donc, on peut encore résumer ça sous la forme f de x égale 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. C'est surtout que pour la sortie de nos réseaux de neurones, on va avoir 45 classes, donc 45 labels. Et à chaque fois, on va avoir une valeur entre 0 et 1. Plus ma valeur est proche de 1, plus il s'agit sans doute du mammifère marin en question. C'est marrant, je comprends mieux cette explication que le sigma de machin. Et dernière étape qu'on n'a pas définie, on utilise également un dropout. Alors dropout, pourquoi? Parce que justement, on peut avoir des non-linéarités avec notre fonction relu. Et donc, le dropout, ça va nous permettre d'éviter un phénomène de surapprentissage, et donc entre guillemets de lisser notre modèle pour éviter qu'il devienne moins bon s'il apprend trop. Ok, donc on a apporté quelques définitions.
Maintenant, on va pouvoir passer à l'entraînement du modèle. Alors, je vais lancer l'entraînement. OK. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mesurer 2 paramètres, donc l'os, la perte, et une métrique accuracy qui va mesurer la précision. En fait, on va vouloir savoir est-ce que notre modèle, il y a beaucoup de pertes d'informations, entre guillemets, et est-ce qu'il devient précis et à quel point en fait il va être précis sur la tâche donnée. Donc ici, on va l'entraîner sur 100 époques ou 100 itérations. À chaque fois, on va avoir la perte et la précision pour les données d'entraînement. Et après, on va avoir la même chose pour les données tout simplement de validation. Donc à chaque époque, notre modèle va s'entraîner. Normalement, il va devenir meilleur. Ici, on voit que ça va relativement vite. Alors pour 2 raisons. Donc on n'a pas des fichiers très lourds comme des images qui ont été labellisées. Et aussi, on utilise un GPU pour pouvoir en fait accélérer les calculs et donc que notre modèle tout simplement s'entraîne plus rapidement. Alors, normalement, l'entraînement devrait être fini. Ouais. Donc on voit 100 époques sur 100. Maintenant, je vais venir regarder mes courbes de perte et de précision pour vérifier effectivement qu'il n'y a pas ce phénomène de surapprentissage. Là, on voit que nos 2 courbes restent bien parallèles. Donc c'est ce qu'on voulait. Si ma courbe orange de validation avait commencé à remonter, c'est que mon modèle était en train de trop apprendre, qu'on était entre guillemets sur la mauvaise voie et donc qu'on devait reprendre soit le modèle, soit que ma donnée d'entrée n'était pas bonne. Enfin, voilà, il y avait encore quelques phases de recherche potentiellement à faire. Idem pour la précision. Donc là, on voit qu'on va être au-dessus de 0,9, donc au-dessus des 90%. Encore une fois, mes 2 courbes restent bien parallèles, donc je suis plutôt contente. Et maintenant, je vais pouvoir venir évaluer mon modèle. Alors pour évaluer mon modèle, en fait, on va vérifier sur un ensemble donné à la fois la perte et la précision. Donc là, pour la perte, on est bien en dessous de 1, puisqu'on est autour de 0,25. Pour la précision, on avoisine les 94%, donc ça reste correct. C'est pas mal. Encore une fois, c'est bien, parce que nous, on veut classifier des sons de mammifères marins. Je ne monte pas dans une voiture autonome avec une précision de 94%. On essaie de viser un peu plus haut quand même. C'est ça. Donc voilà, ça dépend encore une fois de la tâche donnée et de ce qu'on veut faire. Je suis plutôt satisfaite de mon modèle et donc je vais venir l'exporter dans le cloud pour pouvoir en fait l'utiliser par la suite. Ok, donc là je suis venue l'exporter. Normalement, si je vais dans Data, j'ai bien AI Model. Voilà, donc j'ai toutes mes informations nécessaires et donc on va pouvoir passer à la création d'une app. Allez. Non, ça t'embête pas. Donc, on a fait du coup la partie tout à gauche, là, notebook, que vous a montré Léa. Je pense que vous avez compris pourquoi c'est pas moi qui l'ai fait aussi. Moi, je suis pas data scientist ou ML engineer. Je vais vous montrer rapidement un peu le code. La magie, les idées dans le cloud. Je relance un peu Gitpod. Ça devrait aller assez vite. L'idée là, c'est qu'on va faire en fait un back qui va consommer le modèle que vient de faire Eléa, exposer une API qui va recevoir un son et qui va donner une prédiction par rapport à ce son. Et on va faire un front qui va afficher cette prédiction. J'aurais dû faire ça avant, mais c'est pas grave. On va aller. Alors tout ce qu'on vous montre aujourd'hui avec Eléa, vous pouvez y accéder sur les repos GitHub qu'on mettra à disposition, enfin qui sont déjà mis à disposition en public. Du coup, le temps que ça se charge, ça me laisse le temps. Voilà. Je vais vous le montrer. On va zoomer un petit peu. Perdu. Voilà. Allez. Et pourquoi? Bon. Il ne veut pas zoomer aujourd'hui? Ok. Les idées dans le cloud, je vous le conseille, vous n'allez jamais être surprise. Bon, je vais le montrer là où j'ai déjà zoomé. Donc le front, hop là. Donc ça c'est le back. Après, je vous montrerai le front qui est ici. Donc le back, en fait, on utilise Flask, un framework qui permet d'exposer très rapidement des API en REST en Python. Je le redis, je ne suis pas un développeur Python, donc désolé pour ceux qui sont des masters de Python. Donc on a mes deux endpoints qui sont ici, getAnimalName et sendSound. Et ensuite, derrière, alors je ne vais pas reprendre tout le code, mais ce qu'il faut retenir, parce que du coup, on aurait pu, avec Eléa, faire une lib
qu'on consomme avec le bac. Là, en fait, vous allez retrouver du code que vous a montré Léa, notamment la partie on donne un son et on construit le data frame, donc l'équivalent du CSV qu'on faisait tout à l'heure avec toutes nos colonnes. Donc en fait, j'ai repris exactement, j'ai fait du copier-coller, hein, c'est mal, mais le code qu'on a dans le notebook pour à la fin sortir justement quelque chose que mon modèle va comprendre. Vous vous souvenez, le modèle, il ne comprend pas un son wave, un binaire, il comprend des données numériques. Donc là, c'est ce qu'on fait. J'ai repris exactement ce qu'a fait Léa. Encore une fois, on aurait pu faire une lib. Et en fait, sur ma méthode de prédiction, je récupère le data frame. Je vais devoir réencoder aussi mes labels et tout ça pour avoir exactement après comprendre la sortie de mon modèle. Et en fait, ce qui est intéressant essentiellement, c'est cette partie-là où je load mon modèle. Donc en fait, là, par défaut, je le load dans mon répertoire qui va bien avec le pass. Donc vous vous souvenez, là, elle a exporté. Si on est sur une architecture un peu distribuée, elle est exportée dans un endroit où je peux accéder et dans mon notebook et dans mon bac, ce qui est mon cas ici. Ou alors vous l'embarquez avec vous, mais c'est un peu dommage parce qu'à chaque fois qu'il va changer, il faudra relivrer l'application. Et puis derrière, on peut en fait donner avec la méthode modèle, on lui donne en paramètre la transformation du binaire qu'on a fait en numérique et ça nous donne normalement quelque chose qui nous convient. On verra après si ça fonctionne. Sur la partie front, alors c'est un peu pareil, on a, je vais l'afficher ici. Tac, on est parti sur Streamlit. Alors Streamlit, c'est un petit framework Python aussi qui permet de faire rapidement une interface graphique, vous allez le voir, elle est plutôt apprécié dans le monde de la data science parce que ça vient avec plein d'utilitaires pour faire des jolis graphes, des jolis camemberts, enfin plein de trucs qui sont sympas en quelques lignes de code. Et vous allez voir que là, typiquement, moi je définis à un moment donné un uploader, un bouton ici, et puis juste avec ce code-là, en fait, ça va me générer mon petite interface graphique où dedans je vais pouvoir avoir de la prédiction. Comme on est un peu pressé par le temps, je n'explique pas chaque ligne. N'hésitez pas à aller voir le code source, à nous faire des PR si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer. Là, l'idée, il faut vraiment voir qu'à un moment donné, vous voyez qu'ici, j'envoie un son et je récupère la prédiction à partir du moment où j'appuie sur un bouton qui s'appelle Predict. Donc ça, c'est mon code Python. Au final, tout ça, quand je le lance, hop là, j'obtiens, on va le remettre à 0, j'obtiens une belle petite page. Là, j'arrive sur ma partie prédiction. Donc, on retrouve ici le bouton pour uploader un son. Je vais prendre par exemple, alors on vous assure qu'on ne lit pas les noms. Hein. Du coup, on se retrouve à charger un fichier avec ses métadatas. Normalement, attention, on a un petit player. Donc tout ça. C'est pas drôle, tu les as prévenus. C'est ça. Donc tout ça, hein, c'est grâce à Streamlit. Hein, on retrouve vraiment tout ça ici où on peut vraiment s'amuser à faire plein de choses. Je reviens ici et j'appelle ma prédiction et normalement, si tout va bien, voilà, ça me dit bien que c'est un Atlantic Spotted Dolphin. Je pense que tout le monde avait deviné. C'est ça. Je peux jouer avec, donc si je reprends quand même pour prouver que c'est pas que en dur. Et là, on voit bien qu'il a changé. Donc en fait, vous voyez qu'on a refait en fait tout ce qu'a expliqué Léa de manière assez simple et on aurait pu encore plus le simplifier hein, si on avait vraiment fait l'effort de faire une lib. Il faudra qu'on le fasse pour une prochaine fois parce qu'à chaque fois on dit qu'il faudrait qu'on le fasse. Mais du coup, on va vraiment le faire pour vraiment encore plus simplifier le code back-end pour vraiment voir qu'au final, l'idée c'est de consommer quelque chose qui a déjà été fait. On est plutôt pas mal. On devrait même avoir le temps de finir. Avant. J'allais oublier, je ne vous l'ai pas dit, la démo, on vous a mis à dispo tout ce qu'il faut pour aussi, hop là, si vous voulez au hasard le déployer chez un cloud provider, je ne sais pas lequel. Je crois que c'est bleu, non? Ouais, le mieux. c'est Ouais. bleu. Okay. Attention, je crois qu'il y en a qui sont bleus aussi quand même. Ah, Il y en a ouais, deux ouais. qui sont bleus. Faut choisir le bon bleu, Le bon, quoi. voilà. L'image en elle-même est vraiment classique. On vous a mis à dispo des images, donc on part d'une image Python classique et en fait on fait vraiment entre guillemets pas grand chose. Le principal c'est d'accéder à nos données. Donc ça c'est pour la partie front et au final la partie back. Hop là, perdu. C'est pas le readme. Et tout ça c'est pour vous dire que si vous voulez jouer avec et le lancer sur vos machines, il n'y a pas de souci. J'ai pas utilisé de GPU en fait là hein, parce qu'on a très peu de données et donc du coup il y a peu d'intérêt. Et donc vous voyez au final ça reste assez classique pour le faire, donc vous pouvez le rejouer vraiment sur votre ordi ou n'importe où, c'est pas du tout loqué. C'est vrai que là on est sur l'avantage de modèles pas trop volumineux. Si on parlait de détection d'objets ou de segmentation d'images, là effectivement les GPU sont nécessaires
un voire deux même en C'est fonction ça, de la ouais. tâche donnée, et d'autant plus pour la détection temps réel par exemple. Exactement. Je te laisse nous résumer un peu, Ouais. parce que c'est toi l'experte, ce qu'on Alors, a vu aujourd'hui. qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Alors tout d'abord quelques notions d'IA autour du monde de la data science, machine learning, deep learning. On nous a saoulé clairement avec quelques définitions. Ensuite, on avait la place du son en IA. On a vu que ça pouvait avoir un rôle dans le milieu dans les différents milieux environnementaux, dans la musique, dans le NLP. On a aussi appris l'importance du pré-traitement des données, avec comment on pouvait transformer des données, les labelliser, les utiliser. On a lancé un premier AI Notebook, donc un notebook autour de l'IA pour pouvoir construire notre modèle et également faire son entraînement avec un premier réseau de neurones et une exploitation du modèle dans le cloud. Et enfin, on a déployé une app pour notre IA avec Streamlit et une partie back et une partie front. On va maintenant vous parler très rapidement de quelques métiers autour de l'IA. Alors, ce ne sont pas évidemment les seuls qui existent. C'est ceux qu'on a retenus. C'est ceux qu'on connaît. C'est ceux qu'on connaît. Et on va vous en parler un petit peu. Alors, tout d'abord, il y a le métier de data scientist qui va consister à analyser les données, à faire de la visualisation de données également, un peu de programmation évidemment, logique, du machine learning, des maths avec des fonctions qu'on adore et des statistiques. Et on a ensuite le machine learning engineer. Donc je me situe un petit peu entre les deux. On n'a pas encore choisi de camp. Donc toujours une partie data science évidemment, un petit peu de maths et statistiques, mais toujours moins que pour un data scientist, de la programmation, d'utilisation des frameworks. On peut également, donc, avec la construction d'images Docker, on va avoir à gérer par exemple les compatibilités de versions, etc. Gérer un petit peu les environnements de prod et les services cloud. Et ensuite, Donc développeur, alors c'est pas forcément développeur IA, c'est plus pour vous donner un peu l'idée de ce qu'on peut faire. Merci de ne pas rire sur cette image. Donc je vous l'ai dit, on est forcément obligé normalement, quasiment, de faire du Python. Vous pouvez faire autre chose, mais voilà. Et bien sûr, l'idée c'est, sans être un expert IA, vous l'avez deviné, ce n'est pas mon domaine d'expertise, il faut quand même comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Le mieux c'est de s'accompagner avec une machine learning engineer. Bien sûr, la tâche principale, c'est de dev. Et puis après, la partie Docker, framework, outillage, c'est assez naturel, comme tout développeur. Voilà, il va falloir maîtriser un peu tout ça. Pourquoi Docker? Parce qu'on va vite devoir déporter en fait l'exécution. On vous l'a dit, là, la démo était sur des CPU. Très vite, vous allez avoir besoin de GPU. Soit vous êtes très riche et vous avez des super cartes avec des GPU chez vous, soit vous allez aller sur le cloud pour en avoir. Et Léa, je te laisse du coup te présenter. donc il est à Péton, Machine Learning Engineer chez OVH Cloud. Et vous pouvez du coup me retrouver sur Twitter, GitHub, LinkedIn. Et moi, ah non, je crois que je me suis auto-passé. Oui, Stéphane Philippard, je suis DevRel chez OVH Cloud depuis février, co-créateur d'un meetup TEDx pas très loin en Touraine. N'hésitez pas à soumettre si vous voulez passer, on vous accueillera avec plaisir. J'ai aussi les handles si vous voulez nous demander, et puis un petit blog informel. Vous l'avez peut-être deviné de manière très subtile, on travaille pour OVH Cloud, on fait plein de trucs cool. L'idée c'est pas de vous faire l'article. On a surtout 3 produits qui nous intéressent parce qu'on travaille dessus régulièrement, qui sont AI Training, Notebook, enfin je vais faire dans le sens Notebook, Training et Deploy, qui font les 3 étapes que l'on a vues aujourd'hui pour faire du Notebook, de l'entraînement en scalé et du Deploy pour exposer, faire du conteneur as a service. Les applications dont je vous ai fait la démo, en fait c'est du conteneur as a service avec un Dockerfile, on le déploie sans devoir connaître tout Kubernetes, tout ça basé sur du GPU ou du CPU. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Merci. Quand je parle d'aller faire un tour, s'il y a un truc que vous devez noter, c'est le voucher qui est en bas. C'est un voucher de 150 €. Vous pouvez aller l'activer sur notre portail et vous pouvez tester les offres IA et notamment les notebooks et l'application qu'on vous a montré aujourd'hui. N'hésitez pas à les tester, n'hésitez pas à aller nous dire ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. On est preneur de tous vos feedbacks. Et en parlant de feedback, du coup, j'avais fait un open feedback, mais comme il y a un vrai truc ici aussi, je vous donne le lien. Donnez-nous vos feedbacks. On est très, très, très preneur avec Eléa parce que ça fait pas longtemps qu'on a créé ce talk. Merci à vous. Merci Eléa, encore une fois. Et voilà, il y a tous les liens derrière. Tous On les vous les liens pour partagera. tester, notamment vers les repos GitHub, les docs, etc. Merci beaucoup. Merci. Yes. Je sais que vous en avez parlé. Sinon, on répète s'il faut. Mais... Je sais que vous en avez parlé sur le. Bon, c'est pas grave. On va répéter, t'inquiète.
d'amer, etc. Ouais. Donc j'imagine que ça fait partie du code aussi que vous avez écrit de nettoyer ce genre de données. En fait, la librosa s'en charge en fait dans l'extraction des caractéristiques, c'est souvent pris en compte. Et en fait, il y a plusieurs calculs qui sont faits derrière. Alors, je n'ai pas les fonctions évidemment exactes en tête, mais ouais, effectivement, il y a une histoire de nettoyage. Et sur ce son, notamment parce qu'on est sous l'eau, mais ça peut aussi être sur des images qui sont extrêmement zoomées. C'est par exemple utilisé aussi dans le cas de reconnaissance des plaques d'immatriculation, où il y a un vrai travail de zoom et justement de débruitage. Et donc ça veut dire que c'est des trucs que vous dites au système qu'est-ce qu'il faut enlever ou il l'infère en fait naturellement à force. Alors, il y a deux possibilités. Soit on... Ah oui, pour le son. Ah, oui. Donc la question c'était comment on fait pour débruiter, c'est ça, les données. Donc en fait, on peut soit du coup aussi les débruiter, donc pour tenir compte que du son brut ou des images brutes. Par contre, on a aussi le choix de garder le son bruité. Pourquoi? Parce que dans l'environnement, après si on veut l'utiliser sous l'eau, on aura toujours ce bruit-là, ce sera toujours bruité. Donc on peut faire le choix de garder à ce moment-là le son bruité. En fait, ça va vraiment dépendre de la tâche qu'on souhaite réaliser et dans quel environnement on souhaite la faire. C'est comme on voit tes données en fait. Si tu entraînes un modèle sur des données parfaites, mais que tes données après, dans la vie courante, tu n'as pas le temps de les nettoyer parce que ça prend trop de CPU par exemple ou de temps. Du coup, ton modèle en fait sera capable de reconnaître que des données qui sont parfaites, et ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi le risque inverse, avec les faux positifs. Oui. C'est ça. En fait, ouais, faut prendre un peu en compte tous les cas possibles et que ce soit donc pour du son, pour de l'image, etc. Et ouais, faire vraiment attention à la tâche qu'on souhaite réaliser et à l'aspect temps réel, parce que souvent on veut de la détection temps réel. Est-ce que si j'ai entraîné mon modèle sur des données parfaites, est-ce que j'ai le temps sur du temps réel d'aller nettoyer ma donnée d'entrée pour l'envoyer à mon modèle? Donc effectivement, il y a un choix à faire. Y a-t-il d'autres questions? On les a tous traumatisés avec des maths, donc du coup ils veulent pas poser de questions. T'es là, toi, je t'ai pas vu. Bon, bah merci. Ah non, il y a une question au fond. Ah, vous avez failli partir. Ah, vous vouliez partir, mais non. En moyenne, il vous faut combien de données d'entrée pour avoir des résultats? En moyenne, il faut combien de données d'entrée pour avoir des résultats? Parce que je suis pas sûr que ce soit passé. Alors ça va dépendre. Il n'y a pas de vérité exacte entre guillemets. Là par exemple, vous voyez, on avait 12 000 sons, donc pour 45 classes, c'est pas énorme. Franchement, c'est pour ça que là, j'avais que des données d'entraînement et de validation et que j'ai pas pu séparer en plus en un sous-ensemble de tests, parce qu'il faut quand même assez de données pour entraîner et valider le modèle. Donc, il faut quand même des quantités assez grandes de données. Donc là, on n'en avait pas beaucoup, c'était correct, mais on n'en avait pas énormément. Si on parle d'images, de détection d'objets et tout, on va effectivement passer plus sur l'échelle du million d'images. Voilà. Plus on a, entre guillemets, plus on a de données, attention qualitative, meilleur sera le modèle. Donc on essaiera toujours d'en avoir pas mal et faire attention effectivement à comment est notre donnée, quoi. C'est vraiment bon cette fois. Merci Allez. tout le monde. N'hésitez pas Merci pour vos beaucoup. feedbacks, si vous avez des questions, venez nous voir après.